Bonjour Gabriel. Bonjour. Je tiens à te souhaiter la bienvenue à cette entrevue et j'ai grand espoir que ta participation sera très utile à toutes les personnes qui visionneront ton témoignage. Alors je débute. Tu as quel âge en ce moment? J'ai 31 ans. C'est jeune? Merci. En fait, le monde trouve que j'ai l'air d'avoir entre 18 et 24, donc ça dépend des perspectives. Bon, ben, ça va être utile pour les personnes qui vont nous écouter parce que c'est ça assez souvent, les personnes trans, ils passent pour plus jeunes. Aux alentours de quel âge as-tu ressenti que tu n'étais pas dans le bon corps ou que l'on t'identifiait selon le mauvais sexe ou que tu étais attiré vers le même sexe que toi? Donc, vers 5-6 ans, j'avais un questionnement parce que j'ai eu un beau souvenir que j'étais dans la salle de bain, dans la première maison que j'habitais, assis à la bolle de toilette, puis je me regardais, puis d'autant que dans ma tête, je me disais que j'étais un gars, mais que mes parties génitales disaient le contraire, selon ce qu'on apprenait à l'école ou mes parents avoir vu du monde, voyons, tout nu, si on peut dire. Ben, ça matchait pas. Puis tout ce qu'on me disait dans ce temps-là, on parle de 1995, ben, c'est une fille. Donc, voilà, j'ai fait ce que je pouvais pour me caser dans la case fille, parce que c'est la seule chose que je connaissais. Par contre, c'est seulement à 27 ans que j'ai vraiment compris qui j'étais. Vers quel genre, garçon, fille ou les deux, ou aucun, de personnes étais-tu attiré à cette époque? J'ai toujours été attiré envers les garçons. Puis aujourd'hui, je réalise qu'il y avait un mélange entre l'attirance et l'envie d'être un garçon. Je regardais beaucoup les garçons parce que je les trouvais beaux. Je les trouve encore beaux. Par contre, je regardais aussi leur façon d'être, comment ils interagissaient entre eux. J'enviais un peu le stéréotype de genre qui vivait. Donc, j'arrivais pas à comprendre si c'était parce que il y a un certain patriarcat dans la société, puis je trouvais qu'il y avait une certaine injustice plus vers les femmes, puis j'avais une envie d'être d'avoir des privilèges des hommes. J'étais mélangé dans ma tête par rapport à tout ça. Donc, à cette époque-là, j'étais juste en tirant vers les garçons. Je pense qu'il y a juste eu. J'étais allé à une école de filles au secondaire, puis il y a juste eu une fille qui, wow, elle me faisait de l'effet. Puis même mon autre amie qui est hétérosexuelle, elle me confirmait, oui, moi aussi, ça me faisait de l'effet. Donc, Était-ce clair pour toi que ce n'était pas ou que c'était bien l'orientation sexuelle qui était en jeu? pas du tout. Non, c'était pas clair. Puis pour te mettre en contexte de la réponse, tu vois, je t'explique le moment. Je suis très cartésien dans mes dates, là, donc le 10 décembre 2016, j'étais allé au spa. Et c'était la deuxième fois que j'allais au spa de ma vie, avec une amie seulement. La première fois, c'était plus un party de filles. Mais cette fois-ci, c'était vraiment une relaxation. Et j'ai vécu une expérience que j'ai pas parlé beaucoup dans les groupes de soutien jusqu'à maintenant. C'est parce que on dirait que j'avais comme une honte ou j'avais une incompréhension de ce que j'avais vécu. Aujourd'hui, j'ai une meilleure compréhension. C'est comme si j'avais vécu un moment de méditation transcendantale. J'étais dans une zone où est-ce que j'ai vécu une visualisation, mais comme autant que j'étais couché avec un casque d'écoute, puis en gros, je bougeais pas, autant ce que j'ai vécu comme visualisation, je le ressentais, je le voyais, je l'entendais, je le vivais, point. Donc, cette visualisation-là, c'était mon enfant intérieur. Donc, j'ai commencé à prendre le contexte de donner de l'amour à soi-même par le biais de ton enfant intérieur. Donc, là, je l'ai vu en visualisation. J'ai vu qu'il était triste. Il était assis sur ses fesses, les deux jambes pliées, les bras autour des jambes, portait un hoodie. Et j'avais un questionnement tout le long, je l'ai vu, si c'est un gars ou une fille, j'avais aucune idée. Parce que c'est une des premières questions qu'on se pose en société quand on voit une personne pour la première fois, parce que c'est comme ça qu'on est construit. Ben,
c'est ça. Ça m'a resté dans la tête, cette question-là, après que c'était fini, cette expérience. Puis, durant l'expérience, j'étais allé donner un câlin à mon enfant intérieur. Puis, j'ai dit, je vais te donner de l'amour, puis je vais faire ce que je peux pour que tu ailles mieux. Ah. Puis, c'est ça. Donc, cet événement-là a eu un impact profond sur moi qui m'a fait un changement de direction totale dans ma vie. Donc, là, on retourne à la question par rapport à l'orientation sexuelle. Ben, dans les semaines qui ont suivi, moi, comme quand je focus à 100% sur quelque chose en particulier. Donc, 24 heures sur 24, la nuit aussi, là, je réfléchissais à ce qui venait de se passer. Je vivais un certain vide intérieur qui, là, je cherchais mes réponses partout autour de moi, puis les réponses venaient de temps en temps, là, puis ce qui est arrivé, c'est qu'au début, je me disais, ça doit être parce que je suis une attirance envers les filles, puis j'ai passé un gros 2 semaines sur cette question-là, jusqu'à temps que je réalise, c'est quoi? C'est pas le temps de cette question-là encore. Je me suis rappelé que j'avais un ami qui avait fait son coming out au début de ma grossesse. Donc, j'ai un enfant aujourd'hui qui a 5 ans. Donc, on parle il y a 6 ans de ça. Cet ami-là nous a fait un coming out qui voulait faire une transition de fille à garçon. Pour moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. J'ai toujours entendu parler des femmes trans, puis je me demandais pourquoi un homme veut perdre son pénis, je ne comprends pas, puis je n'arrive pas à mettre les points ensemble. Puis là, je me suis rappelé de cette personne-là. On s'entend que c'était à peu près 2 ans plus tard dans le temps. Donc, j'ai pris contact avec cette personne-là et je me suis posé beaucoup de questions ensuite sur l'identité de genre. Et je voyais une psychologue aussi qui n'était pas très au fût de l'identité de genre en ce temps-là. Et j'ai parlé que j'avais un questionnement sur mon identité. Puis à ce moment-là, je vivais une grosse anxiété, de la dépression. J'en avais beaucoup sur mon assiette. Et un commentaire maladroit, c'était ça serait peut-être pas une idéal que tu sois trans là, parce que tu en as déjà beaucoup sur ton assiette. C'est quasiment ça, là, en gros. Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir, puis prendre une approche plus méthodique, comme peut-être qu'une identité de genre non binaire, que ça s'attribue plus à moi en ce moment, puis on verra avec le temps. Donc je pense que je vais laisser ça là-dessus parce que là, j'ai vraiment répondu à la question que l'orientation sexuelle, c'était en jeu au début, mais finalement, non. Oui. C'était pas ça le gros problème. D'accord. À quel moment as-tu débuté ton affirmation? J'ai débuté mon affirmation en janvier 2017. Mon questionnement, il a commencé en décembre 2016. Donc, quand on parle du spa nordique le 10 décembre, tu vois que la timeline est tellement courte, comme tout s'est passé en dedans de 3 mois, en gros. C'est important de mentionner la période de questionnement dans le début d'affirmation parce que je m'affirmais en tant que gender fluidité dans le genre, qui est une identité non binaire. Et c'est ça qui m'a aidé un petit peu à approcher vers mon identité. C'est que j'évaluais à tous les jours, quasiment d'heure en heure, comment je me sentais avec mon corps. Et au temps des fêtes de 2016, là, c'est là que j'ai eu comme mes réponses, vraiment, je me sentais plus féminin lorsque j'étais dans les sorties de famille. Quand j'étais à la maison, je me sentais plus masculin. Et quand j'ai vu comme la courbe que ça faisait, j'ai comme compris que je faisais tout pour plaire comme j'étais vu comme une fille, donc je faisais les efforts pour être vu comme une fille en public, mais quand j'étais à la maison, je portais des pyjamas, juste pas de pantalon, puis un tank top ou un chandail, puis je veux dire, même aujourd'hui, je pourrais te dire, je porte quasiment les mêmes pyjamas. J'ai pas de problème de mettre mes pyjamas à cœur rose. Alors, si je comprends bien, tu te moulais à l'idée que les autres pouvaient se faire de toi. Oui. 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 Vraiment.
Et ça, c'est typique pour les personnes trans, là, mais c'est le fun que tu puisses en parler devant les gens pour qu'ils puissent comprendre un peu là, que c'est ça, il y avait comme une personnalité extérieure qui se moulait depuis l'enfance. Et puis là, tu avais ta vie personnelle qui était un peu, en tout cas, tout ce qui est habillement, si je comprends bien, c'est différent. Mhm. Puis tu vois, comme fait que dans mon début d'affirmation, ça a été par la suite, lorsque j'ai fait comme ben oui, je suis trans, je suis un gars binaire. Et ben c'est là que j'ai commencé à débuter comme l'habillement, les coupes de cheveux et que j'ai été introduit au groupe de soutien de Trans-Outaouais. Okay. Ouais, ouais. Quelles ont été les réactions de tes proches face à ton affirmation? J'ai passé vraiment vite à l'action dès que j'ai su que j'étais trans. Je ne pouvais pas vivre une double vie pendant X nombre de temps. Pour moi, des semaines à vivre une double vie, c'était une éternité. Je comprends, c'est certain que j'ai de l'empathie pour les personnes qui ont vécu pendant des années avec une double vie. Ça doit pas être facile. Je peux pas dire que je comprends exactement qu'est-ce qu'ils ont vécu. Fait que pour moi, c'était important. Là, dès que je savais qui j'étais, fallait que je le dise. Je pouvais pas me sentir imposteur dans ma peau. Donc, je l'ai dit à mes amis proches au début. Puis, j'ai une de mes amies que je pense que c'est ce qui a été le feu vert pour ma transition, puis de le dire vraiment à tout le monde, c'est quand elle me dit je vais t'aimer même si t'es un gars. J'ai demandé, je peux quand même continuer à faire partie de la gang de filles? Puis elle m'a dit oui. C'est important pour moi de pas perdre mon cercle d'amis. Puis je me voyais pas comme une personne si différente que ça, à part que l'enveloppe change. Les collègues de travail, ben à ce moment-là, je parle de janvier, février, mars, j'étais en congé de maladie, je vivais une dépression majeure. C'était quand même beaucoup de changements, une séparation. J'avais un enfant d'1 an et demi, donc beaucoup sur les épaules. Donc j'ai pris du temps pour moi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un courriel. Donc j'ai commencé par un courriel à mon gestionnaire et mon chef d'équipe. Je leur ai dit, je prépare une lettre de coming out. Puis quand ils m'ont dit OK, ben, j'ai envoyé ma lettre le lendemain. Je ne suis même pas passé à travers les ressources humaines. Peut-être que ça aurait été idéal, mais c'était pas le cheminement que j'ai pris. Puis je me sentais à l'aise avec ça. J'étais prêt à vivre peu importe les conséquences qui venaient avec. Pour ce qui est de la famille élargie, donc les tantes, les cousins, etc., ça a bien passé le message. J'ai eu des beaux commentaires. Tous les autres amis aussi dans les sphères de ma vie. Pour mes parents, ben, il y a eu un bris dans la relation. Puis on travaille là encore là-dessus. Est-ce que la définition d'une famille a changé pour toi? Oui, oui. Avant ma transition, la définition de famille, c'était les personnes de sang. Donc, les parents, le conjoint, mon enfant, la famille de mon conjoint, c'était les personnes que je voyais de façon régulière. Et ce qui est arrivé, c'est qu'avec mon coming out, la séparation aussi avec mon conjoint, ben, dans le fond, la séparation en tant que ça, j'ai perdu ce côté-là d'une famille. Le bris que j'ai eu dans la relation avec mes parents, ben, ça fait que eux autres aussi ne sont plus dans mon cercle. Donc, la définition de famille, là, je l'ai travaillé beaucoup. J'ai passé à travers un deuil quand même. Et aujourd'hui, c'est vraiment des personnes qui veulent faire partie de ma vie et que j'accepte dans ma vie, qui font partie de ma famille. Donc, des amis, des collègues de travail, des bénévoles. N'importe qui peut être ma famille tant qu'on a une relation à double sens. Quand tu regardes tout ça, est-ce que tu penses que c'était seulement qu'une phase? Non, être trans, ça fait partie de mon ADN depuis toujours. C'est pas une phase. Moi, je pense que ce qui était une phase, c'est la phase que j'ai passée au féminin. Donc, la société me dit, ben, voici tes parties génitales féminines, donc on te met dans cette case-là. Tu as le droit de jouer au Barbie, tu as le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça. Donc,
on m'a forcé un peu à vivre ça, puis en même temps, je regrette pas parce que ça a été quand même une expérience enrichissante. J'ai une belle compréhension de c'est quoi être une femme. J'ai aussi vécu la grossesse, l'allaitement. Euh, donc, je peux clairement dire que c'était une belle expérience, puis que ça a été la première phase de ma vie. Je commence une nouvelle phase. Ben, je pourrais même dire que tu peux voir les deux côtés et tu as l'expérience d'avoir été maman, là, tu sais, tu as été la mère physiquement, là, tout ça, que plein de gens n'auront jamais comme expérience. Alors, mettre ça à la poubelle, ça serait être un peu masochiste, je pense. Ouais, ben, ça fait partie de mon expérience, de mon vécu. Puis, je veux dire, on met pas notre passé dans la poubelle. On le garde en tant qu'expérience, puis on l'utilise comme sagesse pour le moment présent. Oui, c'est ça. Mhm. Et puis, en plus, tu peux aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Là, maintenant que tu as passé pas mal à travers plein de ces étapes-là, il y a d'autres personnes qui vivent un peu, qui ont passé par le même chemin que toi, que à travers le groupe trans ou quoi que ce soit, là, tu peux aider. Là. Ouais, puis j'ai même des amis de filles qui m'ont demandé si j'étais à l'aise de parler de ma grossesse avec eux parce que cette année, il y a eu un petit baby boom dans mon groupe d'amis. Donc, j'ai pas de problème, moi, de parler de grossesse, d'allaitement, de donner des trucs. Pourquoi C'est super, hein? pas? Ça devient presque unique, là, tu sais, dans une région, là, il y a quelqu'un qui est Mhm. mâle et puis qui a fait ça. Y a-t-il eu des aspects positifs face à ton affirmation? Oui, oui, beaucoup quand même. En termes de l'affirmation de mon genre, j'ai vécu beaucoup d'euphorie, puis quelques points que j'ai soulignés. Ben, le premier point important, ça a été ma première coupe de cheveux. Ça, c'était une photo que j'ai prise puis que j'ai envoyée pour mon coming out au travail, puis à d'autres personnes. Puis j'ai eu tellement une grande euphorie en revenant à la maison. Je pense que j'ai passé comme 3 heures devant le miroir à me redécouvrir, à, à commencer à voir qui je suis. C'est quand même intéressant la relation qu'on a avec le miroir. Que avant, je me cachais, puis là, ben, tout d'un coup, ah, mon Dieu, comme j'aime ça ce qui se passe, puis je commence à aimer ça. Ça, il y a les vêtements, comme au fur et à mesure, j'achetais des nouveaux morceaux. Des fois, j'aimais ça, des fois, j'aimais pas ça. Ben, comme j'affinais mon style un peu d'un vêtement à l'autre. La prise d'hormones, c'était nécessaire. Je savais pas mal depuis mon coming out que je m'ennuyais par là. Mais je me disais, mais pour moi, c'était important d'attendre comme un 6 mois avant de commencer. Mais je pouvais commencer à me rendre jusque-là. C'est juste que je trouvais ça important de me dire, ben, OK, je sais que je veux prendre des hormones, mais je vais commencer seulement dans 6 mois parce que je veux vraiment être certain que c'est la bonne chose à faire parce que il y a quand même beaucoup de changements permanents. Euh, ma voix. Ma voix elle a évolué très vite avec la prise de testostérone. En dedans de 3 mois, je me faisais plus genrer au féminin. C'était rendu juste au masculin. Euh, Puis ça a été une grande euphorie pour moi parce que j'ai des souvenirs que je chantais dans les chorales au primaire et il y avait tout le temps, ben, tu sais, au primaire, on s'entend que la puberté n'était pas faite encore, mais il faisait quand même une division entre les garçons qui chantaient alto et les filles qui chantaient soprano. Puis moi, je regardais le garçon à côté de moi, puis j'étais comme, pourquoi je chante pas comme toi? Je suis comme, OK, soprano, c'est la mélodie, mais non, je voulais pas être la mélodie, je voulais être l'accompagnement. C'est, je sais pas comment l'expliquer autrement. Ben oui, ça fait du sens, oui. Ouais. Autrement, ben, écoute, j'ai fait des vidéos. Au début, je voulais me dire, je vais faire des vidéos à tous les mois pour filmer ma transformation avec la testostérone. Finalement, ça n'a pas été aussi, comment tu dis, ça n'a pas été à tous les mois. Ça a été jour 1, semaine 6, troisième mois, puis le 7e mois. Et à chaque vidéo, je parlais de mes poils en face. Je ris parce que quand je les regarde aujourd'hui, je disais, je suis rendu avec 1, 2, 3 poils ici, j'ai un petit duvet.
J'avais vraiment une focus là-dessus. Là, je suis vraiment fier de, de comment c'est fourni aujourd'hui. Tout récemment, ça a été la moustache qui m'a donné une euphorie parce qu'elle est rendue un plus molle, elle est rendue solide. C'est fun. Les premières fois, je me suis rasé le visage. Aujourd'hui, c'est rendu ordinaire, là, mais les premières fois, c'était euphorique. C'était comme, OK, je suis sur le bon genre, le bon côté. La chirurgie du torse aussi, ça m'a été beaucoup, ça a joué énormément sur l'estime de moi et la confiance en moi. Même que sans demander à personne, j'ai un collègue de travail qui m'a dit que j'ai changé dans mon attitude après la chirurgie, que j'étais beaucoup plus confiant en moi, puis que donc c'est incroyable des fois, juste des étapes comme ça, comment que ça peut changer une personne. Donc ça, c'était l'euphorie de genre. Je vais juste rajouter une dernière catégorie des changements positifs à mon information. C'était le développement personnel. Parce que je trouvais ça important, comme OK, je fais une transition, mais après ça, qui je suis après cette transition, après que tout ça c'est fini, là? Je suis qui, je fais quoi avec ma vie? Des fois, c'est des questions que j'ai vu qu'il y a des gens qui se posaient pas nécessairement durant leur transition, puis qui arrivaient au bout, puis ils n'étaient pas plus heureux ou il manquait de quoi dans leur vie. Donc, j'ai pris aussi en parallèle le temps de me questionner sur mes croyances, de, de me créer une ouverture d'esprit sur différentes réalités humaines, de me questionner moi-même sur mon but ici sur Terre. Pourquoi je suis ici? Pourquoi on est ici en tant qu'être humain? J'ai commencé à faire un peu plus de méditation. J'ai aussi rencontré quelqu'un qui m'a aidé avec la compréhension de l'énergie. On s'entend que l'énergie, on en parle depuis des années, mais pour moi, de comprendre comment que l'énergie fonctionne avec le corps humain, comme autant que comme l'énergie de la planète Terre, puis tout ça. J'ai aussi appris le Reiki, qui était quelque chose que m'intéressait peut-être pas il y a quelques années, mais là, je trouve que ça m'aide beaucoup à me développer personnellement puis à avoir un calme intérieur. Puis, à travers tout ça, j'ai vraiment appris à découvrir ma mission de vie, puis qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur. Puis, en ce moment, ce que je peux dire par rapport à ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'aider la communauté trans à passer à travers, à défricher un chemin, puis à améliorer les réalités. Donc, je suis vraiment heureux d'en parler ici. Oui, oui. Ben, une chance qu'on t'a aussi en Outaouais parce que c'est assez difficile de trouver des personnes qui veulent embarquer sur le CA. Alors, présentement, tu es le président de Trans-Outaouais. Puis un grand merci pour tout ce que tu fais pour la communauté dans la région. Puis, ben, je le retourne à toi aussi parce que toi, tu es la fondatrice de Trans-Outaouais. Donc, il y a 8 ans de ça, tu as parti le groupe de soutien. Puis, c'est moi, il y a quelqu'un qui m'a amené à ce groupe de soutien-là, puis je l'ai pas lâché depuis. Puis même pendant que on avait encore des groupes en présentiel, il y avait cette idée qui me traitait dans la tête que ça devrait être un organisme officiel. Voyons donc, pourquoi on n'est pas rendu là? Un jour, on va finir par aboutir quelque part. Ben oui. Mais en revenant à nos questions, est-ce que tu as réfléchi longtemps avant de trouver ton nouveau prénom? Quand j'ai fait mon coming out, je connaissais pas mon nouveau prénom. Moi, m'a demandé, puis j'ai dit, ben, je l'ai pas trouvé encore. Fait que appelez-moi par mes initiales que j'avais dans le temps. Puis et ce qui est arrivé, c'est que j'ai invité une amie que j'ai fait du kickboxing avec plusieurs années. Et ben, j'ai fait mon coming out à elle en personne. Je l'ai pas fait par message à rien. Fait qu'il est arrivé chez nous, puis j'ai dit. Ça a été comme une surprise pour elle. Puis en même temps, autant que je voulais pas demander à mes amis, à personne dans mon entourage quel nom tu me donnerais. Avec elle, ça a sorti de seul. J'ai suivi mon intuition. Quel nom tu me donnerais? Ce qu'elle a commencé à me sortir, ça m'a comme fait réfléchir tout de suite. C'est qu'elle m'a sorti un nom qui était William au début. Après ça, c'est corrigé, elle a dit non, Gabriel, ça sera mieux. Yeah. La raison pourquoi je te dis le nom William, c'est parce que William, c'est le deuxième prénom de mon fils, qui était aussi le nom de mon arrière-grand-père.
Donc, ça, on dirait que ça m'a comme fait un effet. Puis après ça, elle dit, non, tu sais quoi, Gabriel, ça tirait mieux. Puis après ça, elle dit, va voir qu'est-ce qu'ils veulent dire les noms. Des fois, tu fais une recherche Google, mais la signification d'un nom. Puis c'est ça que j'ai fait après son départ. Puis je te dis, c'est la soirée même, j'avais une adresse courriel et un Facebook de créer. Ça- je me dis, ben, il n'y a personne dans mon entourage qui est immédiat qui avait ce nom-là. Puis voilà, Encore mieux. j'ai choisi. Ouais. C'est toujours le fun d'entendre la façon dont les gens ont choisi leur prénom. Je suis Mhm. toujours emballé d'entendre d'où ça vient, comment est-ce qu'ils sont venus avec ça. C'est super. Des fois, il y a une histoire, des fois, non. Oui, c'est ça. Ouais. Aurais-tu aimé être mieux accepté par tes proches à cette époque en tant qu'enfant ou adolescent? Ben, si je voudrais porter des lunettes roses aujourd'hui, je dirais oui, j'aurais aimé ça, ça aurait été super. Mais je pense que tu sais, tout le monde veut être accepté comme qu'il est, elle est. Euh, Par contre, quand j'y songe, ben, à l'époque que de mon enfance, mon adolescence, la transidentité, c'était une maladie mentale. Donc, je pouvais pas vraiment même espérer moi-même être trans à ce moment-là. Euh, Puis aujourd'hui, comme quand que j'ai fait mon coming out, puis j'ai réfléchi à cette question-là assez souvent. Et à chaque fois que j'y réfléchissais, je m'arrêtais. Je me disais non, je veux même pas savoir ça serait quoi ma vie aujourd'hui si j'avais été accepté ou si j'avais fait un coming out trans dans ce temps-là. Euh, je me disais, est-ce que j'aurais eu un enfant biologiquement? Je me posais des questions. Est-ce que ma vie serait totalement différente? Donc, je me suis dit, tu sais quoi, le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, ce qui revient du passé, puis que c'est une blessure, ben je vais le guérir, Oui. puis continuer à aller de l'avant. Mais je souhaite vraiment qu'il y ait des changements dans la société, qu'il y ait de l'éducation qui se fait à grande échelle par rapport aux réalités trans, puis qu'on ait une meilleure acceptation de la part des familles, parce que c'est très important. As-tu dû consulter un ou des professionnels, par exemple médecins, psychothérapeutes, psychologues, sexologues, travailleurs sociaux ou psychiatres, durant les périodes de l'enfance, adolescence ou adulte? J'ai pas accédé à des services avant l'âge adulte, à 27 ans. J'ai commencé euh, à l'été 2016 parce que j'ai vivais des grosses crises d'anxiété. J'étais même plus capable de fonctionner normalement dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai appelé le programme d'aide aux employés. Puis, j'ai été matché avec une travailleuse sociale. Donc, j'avais droit à 8 rencontres avec cette personne-là. Puis ensuite, j'ai été référé à travailler avec une psychologue. Ensuite, avec la psychologue, ce qu'on a travaillé, ça a été l'anxiété, la dépression, mon assiette pleine, comme je disais tantôt. Et j'ai appris à comprendre qui je suis, puis même durant le suivi avec cette psychologue-là, j'ai fait mon coming out, j'ai dit je suis trans, puis là, elle s'est habituée à utiliser mes nouveaux pronoms, mon nouveau nom, etc. Et j'ai terminé le cheminement avec cette psychologue pour ensuite aller avec un autre psychologue qui m'a émis des lettres de recommandation pour la transition hormonale. Donc, j'ai suivi cette psychologue-là pendant les années qui ont suivi pour justement les lettres de recommandation pour la testostérone, lettre de recommandation pour la chirurgie du torse, lettre de recommandation pour la phalloplastie. Donc, j'ai aussi vu un sexologue l'année passée, durant l'été, l'automne, parce que j'avais d'autres questionnements par rapport à ma sexualité, puis la dysphorie de genre, etc. Quels furent les défis que tu as dû surmonter face au travail? Avant le coming out, j'avais peur de ce qui s'en venait par rapport au travail, comment approcher ça. Puis j'ai vu qu'il y avait un comité dans le ministère, je travaille au gouvernement fédéral, et au ministère que je travaille, il y avait un comité fierté en milieu de travail. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste envoyé un courriel, j'ai dit,
aujourd'hui, c'est la première journée que je considère réellement que je suis trans, puis j'ai peur, puis le lendemain, je suis partie en congé de maladie. Donc, je pense que j'ai eu accès à revoir mes courriels plus tard pendant que j'étais à la maison, là, mais j'ai eu quand même un soutien d'une personne de ce comité-là. Ensuite, ben ça, j'ai fait mon coming out pendant mon temps d'arrêt et j'ai aussi envoyé par courriel mon nouveau nom lorsque c'était certain. Donc, lorsque je suis retourné au travail au mois de mars 2017, le changement de nom n'était pas encore en cours parce que je n'avais pas débuté le processus pour changer mon nom légal, mais à l'interne, c'était possible de changer mon nom sur les adresses courriels, les différentes applications. Donc, j'ai travaillé avec quelqu'un du comité de fierté pour documenter le processus de changement de nom à l'interne, qui était, pour mon cas, avant un changement de nom légal, qui peut être un peu différent que si tu arrives et ton changement de nom illégal est officiel, puis là, tu commences à changer le reste. Ensuite, oui, à mon retour, j'ai choisi d'aller à la salle de bain des hommes parce que tout le monde savait que j'étais trans puis que j'étais pour faire ce changement-là. Et la première fois que je vais à la salle de bain des hommes, je commence mes menstruations. Qu'est-ce qui arrive, tu penses? Il n'y a pas de petite cabane pour mettre ta serviette sanitaire ou tout ça. C'est ça le nom? Il appelle ça une cabane? Non, j'appelle, je sais pas c'est quoi le nom, mais on se comprend. Hein? Fait que là, qu'est-ce que je fais? J'ai attendu qu'il n'y ait plus personne dans la salle de bain pour aller enfouir ça le plus loin possible dans la poubelle à côté des lavabos. Fait que ça a été ça a été comme une histoire assez scintillante. Autrement, ben j'ai arrêté de faire l'exercice physique sur mes heures de dîner pendant 2 ans. Parce que je ne me sentais pas à l'aise d'aller dans les salles d'essayage ou aller prendre ma douche pendant l'heure du dîner. Donc, ça m'a fait de la peine, ça, mais c'était ce qui était nécessaire pour moi à cette époque, c'était de me tenir loin d'un lieu anxiogène. Oui. Effectivement, oui, c'est souvent le challenge suivant. Là, après l'accès aux salles de bain, c'est souvent quelqu'un qui utilisait beaucoup les gyms. Là. C'est difficile de trouver un gym où est-ce qu'il va y avoir de l'ouverture face à quelqu'un qui fait une transition. Là. Que ce soit un homme qui devient une femme ou une femme qui devient un homme, il y a toujours le malaise que, surtout dans les salles de bain, dans les gyms, en tout cas comme moi, j'ai au travail où est-ce qu'on avait, là, c'était les douches là, à ciel ouvert. Là. Il n'y avait aucun compartiment pour les douches. Alors, c'est un peu malaisant, vraiment. Là. Ben, c'est ça, moi j'allais visiter les salles de douche avant de pouvoir les utiliser parce que là où est-ce que je travaille, c'est quand même un édifice qui est 40 ans de vieux ou plus, là. Donc, mais j'ai vu qu'il y avait, oui, une section où est-ce que c'était ouvert dans les douches, mais il y avait aussi des compartiments. Ah, OK. Qu'au moins, je pouvais avoir ma serviette autour de la tête jusqu'à mon petit compartiment, puis me doucher, puis après ça. Fait que je me sentais sécuritaire comme ça, mais il a vraiment fallu que j'attende que j'aie passé à travers ma chirurgie du haut, puis que mes cicatrices aient diminué d'apparence pour commencer à me sentir à l'aise d'aller. Oui, c'est ça. C'est ça que c'est la question que je me demandais. Là. Comment est-ce que tu fais pour camoufler le haut, surtout dépendamment de la proportion que tu avais des seins, là. J'avais pas une grosse proportion, mais même à ça, même si je serais promené avec un binder, écoute, c'est comme d'attirer les regards vers moi, ou même si j'aurais mis ma serviette jusqu'en haut, ben quel homme qui fait ça? La plupart du monde se promène à poil. Ah. C'est quoi les normes sociales qu'on utilise? Oui, c'est très surprenant. Ouais. Comment as-tu géré la situation avec tes amis, la famille, tes enfants et le ou la conjointe? Donc, j'ai géré ça de façon plus ou moins chaotique. Comme j'ai dit tantôt, j'ai été très vite dans le temps. J'étais pressé. J'étais pressé d'être moi-même. Donc, j'ai définitivement fait mal à quelques personnes en chemin. Mais il fallait que je forge en avant pour être bien moi-même. Puis dans ce temps-là, dans ma tête, c'était pour être un meilleur parent. C'était même pas pour mon amour envers moi. C'était ça la plus grande valeur que j'avais dans ma vie.
Donc, j'ai demandé aux gens tout de suite comme d'utiliser mes nouveaux pronoms, mon nom, puis je laissais place. J'avais une grande blessure de rejet en moi, fait que j'attendais que le monde vienne vers moi pour me parler. Pour ce qui est du lien avec mes parents, ben j'ai essayé de garder les liens. J'ai vécu un rejet, puis j'ai vécu un grand deuil par rapport à ça. Puis pour moi, personnellement, aujourd'hui, ben je vois ça comme un cadeau. Comme, OK, oui, ça fait mal de vivre ça, mais c'était nécessaire pour m'épanouir encore plus aujourd'hui, puis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, j'ai passé aussi à travers un processus de pardon pour avoir ma paix personnelle. Je me suis en même temps séparé de mon conjoint à l'époque. C'était pas juste à cause de la transition, c'était plein de choses en même temps, puis ça a donné comme ça. Et comment j'ai géré par rapport à mon enfant? Mon enfant m'appelait maman quand il avait 1 an. Puis dans ce temps-là, quand il avait 1 an, je ne savais pas encore que j'étais trans. Pour moi, c'était l'expérience de maman, c'est assez unique. Comme 10 mois de grossesse, 1 an d'allaitement. Puis c'est après que j'ai fini tout ça, que mes crises d'anxiété ont embarqué, puis que ma naissance à moi s'en est suivie, si on peut dire ça. Pour moi, c'est important au début que mon fils continue à m'appeler maman. Par contre, quand j'ai commencé à prendre des hormones, puis qu'en public, le monde n'était pas très certain, je suis un gars, une fille, puis là, ben mon fils, il était dans un château gonflable en train de sauter, puis il disait maman, 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 maman. Puis j'étais avec des amis. Après ça, on est allé manger une collation à côté, puis il y a un monsieur qui a remarqué que j'avais oublié de suivre mon fils à côté du château. Il arrive, il dit tiens, maman. Mais dans un ton, genre, j'ai pas aimé le ton du tout. Là, j'en ai parlé avec des amis, puis je voulais pas prendre le mot papa tout de suite. Parce que mon fils, mon enfant, il a une papa. Puis je me voyais pas voler la vedette. C'est pas parce que je fais une transition que je suis un papa puis que je te vole ce nom-là. Non, c'est pas important pour moi. Fait que le mot dada a commencé à été plus logique pour moi. Donc, comment j'ai fait la transition avec mon enfant, ça a été, quand chaque fois qu'il m'appelait maman, je disais maman dada. Maman dada. Je l'apprenais comme ça. Ça a pris 2 semaines, il m'appelait juste dada. Il n'y avait plus de maman. Il y avait 2 ans. Oui. Certain que l'âge a une importance dans ma réponse. Ensuite, depuis mai 2019, le certificat de naissance, on pouvait changer de mère à père. Donc, parce que il y a eu une poursuite contre le gouvernement du Québec qui a permis ce changement-là au niveau du registre d'état civil. Puis, je ne sais pas si c'est une coïncidence comme ça, mais dans les mois qui ont suivi l'officialisation sur le certificat de naissance, ben mon fils m'appelait juste papa. Donc, aujourd'hui, c'est juste papa. J'ai remarqué plus tôt cette année qu'il y avait un certain deuil par rapport au mot maman. Donc, il manque sa maman, ou en tout cas l'aspect maternel que j'avais peut-être. Puis là, ben, il voit que je suis papa aujourd'hui. Il a peut-être vu une transition qui s'est passée aussi. J'ai pas de problème de montrer des photos de moi en fille. Il me dit ben, c'est toi quand t'étais fille. Là. Puis, il comprenait ça même à l'âge de 2 ans. Là. C'est dada fille, dada garçon. Donc, ouais. Ben, c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas comme si sa mère avait disparu complètement, puis que là, il n'y avait pas de souvenir du tout, puis que là, toi, tu serais arrivé soudainement. Là, tu sais. Alors, ça s'est bien passé parce que tu le voyais régulièrement. Je pense que tu avais 1 semaine sur 2 avec ton enfant, quelque chose comme ça. Oui, c'est Alors, ça. je pense que ça a dû aider ça, parce que sinon, là, imagine, là, tu aurais disparu pendant 1 an, et puis que là, tu réapparaîtrais en tant qu'homme, là, parce qu'il y a eu Ça beaucoup serait de un choc. changements. Oui, c'est Ouais. ça. Mais, Alors, ben ouais, quand il me parlait un peu de ce qu'il vivait dans ses émotions, ben j'ai dit à la maison, ça ne me dérange pas si tu décides de m'appeler maman.
mais en public, j'étais pas trop à l'aise. Donc, tu sais, j'ai dit, parce qu'on n'est pas à la maison, appelle-moi papa, mais à la maison, ça n'arrange pas. C'est ça. Mm. Oui, parce qu'en public, l'attention des gens pourrait se tourner vers toi, puis tu ne veux pas vivre des conséquences négatives en rapport avec ça. Et puis, C'est ça, c'est pas écrit dans mon front que c'est trans, puis que je suis trans, puis j'ai pas envie de mettre cette étiquette-là tout le temps. C'est quand même, ça peut être quand même quelque chose de lourd à porter, là, des fois. oui, c'est ça, exactement. Alors, ben, dans tout ça, tu as eu de la chance énormément. Puis j'ai bien l'impression que d'ici, tu sais, je pense pas que ça dure 20 ans, là, sa difficulté d'avoir perdu sa mère, parce qu'à un moment donné, il va comprendre que tu es Mm. quand même la même. À moins que tu me dises que tu as complètement changé, mais il y a quand même dans ton fond, ton fond est encore là. Tu sais. Oh, ouais, c'est ça. J'ai peut-être encore plus des attitudes de garçon, je sais pas, là, peut-être ma sensibilité peut-être un petit peu moins là qu'avant, je sais pas c'est quoi exactement, j'ai pas le nom sur le doigt sur le bobo, là, mais peut-être trouver la réponse dans les prochaines années. Dans le cas d'une transition, comment ta famille s'est habituée avec le nouveau nom et le genre envers toi? Ah, mais quand on parle de famille, si on parle de famille choisie, ben les gens se sont très bien habitués. J'ai une amie que elle pouvait faire un switch du pronom en dedans de 5 minutes. Bon, c'était rendu il, puis Gabriel, puis la question était clos. Ça m'a impressionné. On s'entend que ben, chaque personne a son rythme. Donc, il y a d'autres personnes, ça leur a pris 1 mois, 2 mois, 6 mois, ou ils se trompent encore aujourd'hui, puis c'est pas grave, là, tout le monde a son cheminement. C'est que souvent, plus longtemps que tu m'as connu dans le genre féminin, puis là, tu te souviens de moi lorsque j'avais cette apparence-là, ben, je comprends, là, dans les souvenirs, j'étais une fille, donc ça, ça s'accroche, là, c'est Oui, normal. Pour ce qui est ben, mes parents, je leur parle plus, mais l'impression que ça me donne, c'est que il n'y a peut-être pas eu d'avancement de leur côté. Donc, d'accord. je sais pas. Ben, je souhaite qu'un jour, un moment donné, ça peut débloquer, on ne sait pas, hein, mais tu n'as pas de Mhm. contrôle entièrement là-dessus, ça ne dépend pas Non, juste de toi. Hein. c'est ça. Comment te sens-tu maintenant? Beaucoup plus toi-même ou pas du tout? Je me sens beaucoup plus moi-même, voyons. La différence entre avant le coming out puis aujourd'hui, c'est qu'avant, j'avais peur du jugement. J'avais peur de perdre des amis. Je faisais tout pour plaire. Puis là, ce que je me suis rendu compte, c'est que ben, on peut pas plaire à tout le monde. Puis on peut pas juste attendre d'avoir de l'amour qui vient des autres. Il faut être capable de s'en donner soi-même de l'amour. Fait que je me sens tellement plus moi-même, je suis beaucoup plus affirmatif. Je, vais- je sais c'est quoi que je veux, moi par où que je m'en vais. Donc je prends du temps pour m'écouter, pour faire des méditations, pour avoir la paix intérieure, fait que c'est le jour puis la nuit, je pense. Quelqu'un qui me connaissait avant puis qui me voit aujourd'hui voit une belle évolution. Ouais. Puis, tu sais, tu disais déjà tout à l'heure, au début de l'entrevue, tu disais que à la maison, tu portais des vêtements beaucoup plus masculins. Tu sais, déjà, tu avais déjà tout ça. Euh, Mhm. et puis, on sait que la testostérone, ça change un peu. Souvent, il y a des garçons trans qui disent qu'ils pleurent moins. Je ne sais pas si ça... Là, je te pose une Ah, question indiscrète, là. Est-ce que tu pleures plus ou moins ou pas du tout? tu vois, j'ai pas eu une éducation où est-ce que j'avais l'espace pour mettre mes émotions en mots. Donc, j'ai pas pleuré beaucoup dans ma vie. Lorsque j'ai vu la première psychologue, ben j'ai pratiqué à pleurer pour pouvoir sortir des choses qui étaient cristallisées en dedans de moi. Et genre, je pense que j'ai pleuré pendant 4 mois. Maintenant, j'étais écœuré, là. J'ai dit, je vais refermer, là. Je ferme ma business, là. Et là, après ça, j'ai commencé la testostérone, puis ça m'a pris du temps avant de peut-être repleurer une fois de plus, parce que je me sentais comme pas émotionnel du tout. Je pense à, c'est plate à dire, mais ça a pris quasiment le décès du chat à ma meilleure amie pour dire, OK, j'ai encore des émotions, je suis encore humain, là. Ouais, là,
je pense que je suis correct. Comme là, je peux regarder un film puis pleurer dessus aussi. Puis je pense que j'ai réappris à avoir une affinité avec mes émotions. Je pense que ça va aussi avec le fait que on dirait que j'apprends un peu mes émotions à travers l'apprentissage que mon fils en fait. Ah Donc, oui? on a un livre qu'on lit mettons, le soir qui est l'émotion de la joie, de la sérénité, de la tristesse, de la colère. Puis, aussi bête que ça peut être, moi, quand j'ai rencontré la première psychologue, elle m'a demandé quelle émotion tu ressens. Je sais pas. Je sais pas. Hmm. Elle m'a sorti, elle dit, je veux pas t'infantiliser, mais elle m'a sorti un petit calepin avec des petits bonhommes sourires, comme content, fâché, triste, toutes les émotions. Je fallait vraiment, j'ai feuille pour dire, j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là. J'ai fait un apprentissage de mes émotions à travers les dernières années. Ouais, ben c'est bien. C'est même très utile pour dans l'avenir, là, quand il se passe quelque chose, ben là, tu peux peut-être regarder comment tu te sens vraiment. Des fois, on se met à pleurer, mais c'est parce qu'on a de la colère, puis quoi que ce soit. Mhm. C'est Ce bien. que j'ai réalisé, c'est important d'être proche de ses émotions parce que les émotions ont quelque chose à nous dire sur la situation qu'on vit. Ouais. Si je sens que j'ai une boule dans le ventre, ben j'ai appris que c'est quoi, j'ai quelque chose qui me dérange là, que je devrais aller fouiller un petit peu plus. Donc c'est un bon point de repère. Ben oui. Mhm. Comment vois-tu ton avenir avec une conjointe ou un conjoint, ton enfant, le travail, profession, etc.? Avant la transition, ce que je voyais de mon avenir, là, c'est dans le fond, je cherchais le bonheur. Je courais après le bonheur. Bon, ce que je croyais qu'était pour être le bonheur, l'issue du bonheur, c'était d'aller à l'école, d'avoir un diplôme, d'avoir un métier, d'avoir une maison, d'avoir un enfant, un bon conjoint, puis là, après ça, oh mon Dieu, tout devrait être beau. Mais rendu là, j'ai réalisé que non, c'est pas ça le bonheur. Je l'ai pas, là, c'est quelque Hmm. chose qui va pas. Donc, j'ai fait quand même des grandes réflexions à travers la transition, puis ce que je vois aujourd'hui de mon futur, de mon avenir, c'est d'avoir un partenaire, un ou une partenaire qui est là pour m'accompagner puis m'aider à grandir. J'ai déjà un enfant, donc c'est pas une nécessité d'en avoir plus pour moi, mais si j'étais avec un partenaire qui veut absolument un autre enfant ensemble, j'ai pas la porte fermée. Mhm. Jusque en ce moment, je suis encore en transition, donc j'ai encore des chirurgies à venir. Donc tant que ça, c'est pas fini, je sens pas que c'est le temps d'avoir d'autres enfants, parce que je dois vraiment prendre soin de moi en premier. Et pour ce qui est du travail, de profession, on dirait que autant que je me questionnais sur mon identité, sur plein d'aspects de ma vie autour de moi, le travail aussi en faisait partie de mon questionnement. Par contre, au début, j'ai réussi à mettre ça de côté parce que c'était quasiment la seule chose qui était stable dans ma vie à ce moment-là. Donc, des fois, c'est pas une bonne idée de tout changer, tout au complet en même temps. De faire un changement à la fois, c'est toujours mieux. C'est quand même essoufflant des changements des fois. Donc, pour ce qui est du travail, j'ai encore du plaisir avec mon travail en informatique. J'ai eu la chance d'avoir des opportunités de chef d'équipe. Donc, développer des qualités de leadership qui aident un peu à l'organisme aujourd'hui, si on peut dire, là, tant mieux. Puis, à travers mon questionnement personnel, j'ai aussi une émergence comme une mission de vie qui est comme d'aider des personnes trans. Puis, ce que je peux voir, c'est qu'avec la constitution qu'on a faite de Trans-Outaouais cette année, j'ai un intérêt qui a grandi en moi. Euh, Moi, j'ai fait des études en informatique, j'ai fini en 2008, donc ça fait quoi, 12 ans là de ça? Mhm. Euh, Quand j'ai gradué, je m'étais dit, c'est fini l'école. Je suis pas quelqu'un qui est très studieux ou tout ça. Puis là, tu vois, dans les derniers temps, j'ai réfléchi, puis j'ai décidé, je pense que je vais faire l'université à temps partiel. OK.
j'ai décidé de prendre un cours, un certificat en relation d'aide, un certificat en animation de groupe. OK. Donc, peut-être juste prendre un cours ici, là, tu dis, je vais faire finir le certificat, ça, c'est pas grave. Ben oui. Mais je vais avoir un cours de leadership cet hiver, puis on verra ensuite un cours à la fois. Donc, je pense que j'ai un intérêt d'aller dans cette voie-là à long terme. Juste avant, tu as mentionné avoir des enfants parce qu'on entend de plus en plus parler qu'il y a des hommes trans qui peuvent avoir des enfants s'ils n'ont pas eu la chirurgie génitale. Est-ce que tu es ouvert à parler de ça un peu, l'expliquer aux gens qui nous écoutent, savoir un peu si c'est possible tout ça? Oui. J'y ai moi-même réfléchi. OK. J'ai trouvé un livre en anglais qui s'appelle Where's the Mother? Puis j'ai aussi suivi un autre gars qui est aux États-Unis qui a vécu une grossesse physiquement homme d'apparence. Donc, lorsqu'on commence à la testostérone, il y a des risques que les ovaires s'atrophient et qu'on ne soit plus fertile. Ah, OK. Par contre, c'est possible encore d'être fertile. Donc, faites bien attention si vous ne voulez pas tomber enceinte. C'est de la personne aux États-Unis, j'ai pas son nom, malheureusement. Il a été 3 ans sur la testostérone, puis avec son conjoint, il a décidé d'avoir des enfants parce qu'il y avait encore l'utérus et Okay. les organes génitaux de la naissance. Ouais. Mm-hmm. Donc, il a vécu sa grossesse, puis ça a été très médiatisé. Puis quand j'ai vu son vidéo l'année passée, où est-ce qu'il faisait un peu un bilan sur ce qu'il a vécu, il a quand même vécu de la grosse discrimination. Tu sais, même jusqu'à un commentaire où est-ce que c'était quasiment inhumain de donner naissance en tant que personne trans. C'était pas beau. Puis je me disais, je pense que je suis pas prêt à vivre une grossesse en tant qu'homme. Pas dans cette vie-ci, non. Non. C'est pas encore assez commun. J'ai pas l'énergie de vivre cette discrimination qui peut venir avec, ou les regards. Au début, peut-être là d'avoir un bedaine de bière, mais après ça, c'est un peu dur à cacher que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, puis, c'est ça, j'avais déjà fait le deuil de l'allaitement en me faisant enlever mes seins. Oui. Ça a été un deuil d'enfanter à nouveau parce que j'ai décidé moi-même de ne pas avoir un autre enfant biologique. Par contre, ce qui est proposé avant d'aller, si la personne veut aller faire enlever son utérus, c'est de congeler des ovules. Donc, c'est un processus qui coûte jusqu'à 10 000 $ par contre. Donc, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Donc, il faut que tu arrêtes les hormones pendant, je crois, 6 mois. Puis ensuite, qu'il aille faire produire des hormones. Donc, je me souviens plus. C'est un peu comme les in vitro, je crois. Ne me courtez pas là-dessus. Là. Il faudrait que je fasse des recherches. Mais c'est ça. Fait que pour stimuler des ovules, puis après ça, ils extraient les ovules, ils les font congeler. Fait qu'après ça, tu peux utiliser ton ovule puis le mettre dans la mère qui va porter l'enfant. Oui. La personne, excusez. Oui, c'est ça. Pour être neutre. Quel conseil aimerais-tu donner aux autres adultes homosexuels ou trans comme toi? Je dirais, on est tous pressés de commencer ce chemin-là. On a hâte d'être soi-même, d'être vu comme soi aux yeux des autres par notre enveloppe corporelle. C'est important d'y aller une étape à la fois. Je pense que ce que j'ai entendu là, dans les dernières années, c'est que ça prend grosso modo 5 ans à faire une transition. Que ce soit masculin vers féminin ou féminin vers masculin. Faut y aller une étape à la fois. Il faut prendre le temps de bien réfléchir à chaque décision parce que chaque décision a des bénéfices et des inconvénients. Moi, mon truc, ça a été vraiment de faire une liste des avantages, des désavantages, des changements permanents, les changements temporaires, dans le sens, si je donne un exemple, la testostérone, il y a des changements qui sont permanents. Donc, la voix, le changement de la voix, la pilosité. Oui. C'était des choses que si j'arrête la testostérone demain,
ça reste, c'est permanent. Exactement, c'est ça. Je suis chanceux, j'ai pas perdu beaucoup de cheveux ici, là. Ça a reculé, là, mais c'est aussi un changement permanent. Ça revient pas. Si j'arrête ces hormones-là. Par contre, ce qui est pas permanent, ce qui est temporaire avec la testostérone, c'est la redistribution des gras. Donc, je retrouverais les gras dans les fesses et dans les cuisses si j'arrêtais. Mais je veux juste préciser, par exemple, si j'arrêtais aujourd'hui, je serais quand même obligé de prendre des hormones parce que j'ai eu l'hystérectomie. J'ai plus d'ovaire, parce que j'ai plus d'ovaire, principalement. Il y a des personnes, des hommes trans ou des personnes transmasculines qui vont décider de garder une ovaire, qui fait que ils ont toujours une hormone qui se crée naturellement dans le corps. Moi, j'ai décidé de tout enlever parce que et puis il y a aussi des risques de cancer ou tout ça. Donc, je vais prendre la testostérone jusqu'à la fin de mes jours. Puis ça j'ai accepté. Mais c'est ça, tu peux décider de garder une ovaire, puis des fois, si pour toi la testostérone, c'est juste temporaire à travers le temps. Wow! C'est toutes des bonnes informations pour quelqu'un qui pense s'orienter là, dans le même chemin que toi. Ça peut être utile là, à tout point de vue. Je veux juste rajouter sur la question aussi, les conseils. C'est important de s'entourer de personnes qui ont déjà frayé le chemin avant toi. De regarder qui pourrait te donner des informations, des trucs, des outils pour t'aider dans ton cheminement. Parce qu'on ne peut pas faire ce chemin-là tout seul. Quand on parle avec ces personnes-là, c'est important de connaître leur perspective, mais aussi de regarder qu'est-ce qui résonne en soi. Pas tout qui va résonner en soi, mais il y a des choses comme on parle avec une nouvelle personne, puis il y a comme un reflet, un miroir de soi. C'est ça qui est enrichissant, de parler avec de s'entourer avec des personnes qui nous ressemblent. Alors là, ce que tu nous dis, c'est que c'est bon de trouver des personnes là, réelles plutôt que d'écouter un YouTube ou juste entendre des témoignages sur Internet. Là. Si tu peux poser tes questions à quelqu'un, ça semble être plus profitable. Hein? Mais malgré que des YouTube, c'est merveilleux. Hein? La plupart des gens aujourd'hui passent à travers des YouTube parce que c'est une personne réelle aussi en arrière d'une caméra. Hein? Aujourd'hui, en 2020, on est réel. Hein? On se parle quand même à travers notre ordinateur. C'est vrai. Fait que c'est pas si différent que ça, mais c'est vrai que de parler avec une personne de façon plus personnalisée, ça nous permet de poser des questions ou que l'autre nous reflète des choses qui nous font réfléchir. Oui, parce que la personne qui est devant toi, là, elle va te répondre à toi, puis elle va répondre différemment à une autre personne pour la même question, dépendamment de l'enchaînement de tout ça. Là. Oui. Qu'aimerais-tu que les familles retiennent de cette entrevue? Donc, c'est très important s'il y a un enfant trans dans votre entourage, là, de le supporter. Ça fait 90% du travail, juste être là, puis d'accepter la transition d'un enfant. Faut pas prendre les devants devant cet enfant-là. Donc, laisser l'enfant aller à son rythme, faire ses propres choix, d'être là lorsque l'enfant a besoin d'aide. Donc, OK, tu as besoin d'avoir un psychologue, bon ben, on va trouver ensemble un psychologue ou je vais te trouver un nom, puis on va appeler. Tu sais, ça peut être des petites affaires comme ça que la famille fait qui vaut un marathon pour un enfant. Là, dans le fond, c'est un enfant qui n'a pas le soutien va vivre beaucoup plus d'anxiété, de déprime, puis faire face à des difficultés de santé mentale importantes. Ouais. Donc, ouais, excusez si vous continuez. Non, c'est correct que je ne vais pas t'interrompre. Il y a parfois là, on parle de conflits familiaux, parfois, des fois, dans les familles, les enfants ne se sentent pas compris. Alors, que suggérerais-tu à un enfant, là, parce que là, on parlait des familles comme question, mais là, je rajoute une sous-question, en fin de compte, si ce serait, je ne sais pas, quelqu'un entre 12 et 20 ans, puis qu'il sentirait qu'il n'y aurait pas d'appui de la part des parents, est-ce qu'il y aurait des suggestions que tu aurais?
à faire? On s'entend que je ne suis pas nécessairement l'expert dans la question, mais ce que j'aurais envie de dire à l'enfant, même si tout presse, sa situation est temporaire. Je veux dire, un jour, tu vas sortir du noyau familial, puis tu vas pouvoir vraiment t'épanouir comme tu le désires. Entoure-toi d'amis qui sont là pour te supporter. Il n'y a pas juste les parents, dans le fond. Il y a plein d'autres gens dans la société qui sont là pour t'épauler. Trouve-toi peut-être les parents d'un autre ami pour t'amener des fois à un groupe de soutien ou il y a des façons de jouer avec, mais c'est certain que c'est très difficile et délicat à vivre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires que tu aimerais rajouter? On est rendu à la fin, alors c'est ta chance si quelque chose qui t'est passé par l'esprit durant notre entrevue, ben, c'est la chance d'ouvrir les valves sur autre chose ou quelque chose en rapport avec la transition. Ben, c'est peut-être juste de revenir en grosso modo comme comment que je me sens par rapport à mes dernières années, ma transition, tout ça. C'est libérateur de juste être soi-même. Puis j'ai l'impression qu'on dort, qu'il y a beaucoup de gens qui dorment au gaz, si on peut dire ça, comme qui se connaissent pas encore tout à fait, qui ont du travail à faire pour s'accepter, avoir une grande estime de soi, etc. Donc, je pense qu'avec l'année qu'on a eue, il y a eu plusieurs personnes qui ont eu du temps pour réfléchir, à savoir, mais elle est où ma place dans cette vie, à travers tout le chaos qui se passe autour de moi? Où est-ce que je peux me centrer et trouver ma vraie définition de ma vie? Puis qu'est-ce que je peux apporter à la société aussi en tant que personne? T'imagines si tout le monde se posait cette question-là, qu'est-ce que la société a l'air? Tout le monde accepterait les différences. Tout le monde dirait, on est juste une race, la race humaine. Ce serait beau. Donc, ce serait ça mon souhait pour l'avenir. Ben, je trouve que c'est un super beau souhait. Ouais. Écoute, je suis certaine qu'il y a des gens que ton témoignage va avoir eu une influence sur eux. Et puis, certainement qu'on va te réinviter pour d'autres entrevues dans l'avenir. Mais je veux juste te dire un grand merci pour ton honnêteté, puis tout ce que tu as pu, t'as osé révéler en fin de compte, qui va être enregistré, puis que les gens vont pouvoir visionner. Mais c'est certain que moi, j'apprécie les gens qui viennent à mes questions comme ça, puis répondent honnêtement. Tout ça, c'est comme, tu sais, je veux dire, c'est pas la même qualité qu'il y aurait si ça serait Radio-Canada, mais quand même, ça peut être utile pour quelqu'un. Si ça peut sauver la vie de quelqu'un, tant mieux, tu sais. Puis, j'en ai des frissons, oui. c'est ça. Je pense que tout le travail que tu fais avec les vidéos, les témoignages que tu as fait jusqu'à maintenant, ça l'a fait changer certains esprits, ça l'a aidé à la compréhension de notre réalité de vie. Donc, gros bravo pour ton initiative et pour ça, j'avais hâte de faire mon témoignage puis de pouvoir y contribuer. Et puis, Continue comme ça. mais écoute, si vous autres ou si les gens ne seraient pas là, si toi tu serais pas là, puis les autres dans leur expérience, je pourrais pas faire ces entrevues-là. Fait que, en fin de compte, c'est chaque personne qui participe, ce sont des personnes qui contribuent plus que ce que moi je peux contribuer, parce que moi j'ai seulement mon expérience qui est dans un autre sens. Et Oui. puis là-dessus, je te dis à la prochaine et un grand merci encore une fois. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Bye.